Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur le site Le Monde d'après qui a été concocté par l'association Colère du Présent et ses partenaires. Voilà, on n'a pas pu maintenir le salon du livre, des créations populaires et de la critique sociale, mais on s'est dit voilà qu'on allait inventer quelque chose ensemble pour pouvoir continuer à réfléchir. Et là, tout de suite, on va réfléchir avec Jamel Blanchard. Bonjour Jamel. Ok, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir sur en vidéoconférence. Merci à toi de nous accorder un petit peu de temps. Donc Jamel, toi, si je résume, tu fais partie du collectif Les Passons-nous à Angers. Ah, c'est ça. On te décrit comme un acteur majeur du quartier La Roseraie-Angers, cofondateur de l'association des jeunes de La Roseraie. Tu as mené des combats aux côtés des sans-papiers, des Roms, et on te décrit comme un agitateur souvent en première ligne. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Jamel? Ça veut dire quoi être en première ligne? Alors justement, c'est bien que tu le dises parce que j'ai eu droit à un article de journal dans lequel on indiquait plutôt le contraire. C'est un agitateur qui n'est pas souvent en première ligne, ce qui est évidemment complètement faux. Mais entre en première ligne, ça veut dire parfois s'oublier et être capable d'être complètement, comment dire, en immersion de son combat, une immersion totale de ce qu'on vit à travers notre engagement et parfois arriver à s'oublier et prendre des risques parfois. Malgré tout ce qu'on peut dire le contraire. Alors évidemment, en tant que militant, en tant qu'activiste, on a besoin parfois aussi de mettre parfois en arrière pour se protéger, pour pouvoir continuer la lutte. Mais malheureusement, quand peu de gens se mettent en avant, parfois on est obligé d'y être, même si c'est pas mon envie, c'est pas mon souhait de me mettre en avant. Moi, j'ai pas envie de faire le buzz, d'exister par rapport à mes engagements. Mais malheureusement, au fur et à mesure, même en étant dans l'ombre, à un moment donné, il y a des noms qui ressortent. Et moi, pour moi, parmi le nom et le prénom qui sont ressortis, ça a été à travers mon combat contre l'antisémitisme notamment. Savoir prendre des risques, tu parles de ça. Du coup, je me demande comment ça va se passer après là, cette histoire de confinement, etc. Parce que, comme tu dis, on est aussi intimidé. Hein, je veux dire, les associations, par exemple, dans les quartiers, osent pas forcément prendre des risques. T'as peur d'avoir des coupes tu vois, d'être puni, d'avoir moins de financement, etc. Et puis là, avec le confinement, avec la privation de liberté, j'ai l'impression qu'on va devoir en prendre encore plus des risques et que ça va être compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah, de toute façon, on s'attendait à ce qu'au fur et à mesure, on vive dans une société de contrôle social, de surveillance généralisée, une société qui oppresse non pas seulement les individus, mais les groupes, notamment en tant que ceux qui sont constitués en termes d'associations. C'est pour ça d'ailleurs que les syndicats tels qu'ils étaient au début de leur création sont importants, mais les collectifs informels aussi sont très importants, puisqu'ils permettent justement une certaine liberté que ne peuvent plus s'octroyer les associations qui, par essence, une fois d'être déclarées, enfin, ça dépend si c'est une association évidemment informelle ou formelle, mais le fait d'être déclaré à la préfecture fait que, par essence, effectivement, il y a, comment dire, un risque un peu plus important d'être grillé. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler de ton engagement au sein du collectif Les Passons-nous? Puis après, Ouais, alors bien sûr, alors, j'ai plusieurs engagements. Alors, alors, tu parlais de l'association des jeunes de la Roseraie. C'est effectivement, même si des fois de manière anonyme ou libre, on est parfois impliqué dans certaines luttes, tout simplement pour le bien commun, pour les autres, par rapport à ce qu'on voit, la justice qu'on vit. Moi, pour l'association des jeunes de la Roseraie, elle était déjà créée quand je suis arrivé, en 98, les jeunes dans mon quartier, et qui, pratiquement, un an après, il y a eu malheureusement quelqu'un qui a été, enfin, qui est mort, qui est mort en prison, qui a été tué, ou on ne saura jamais la vérité. Et quand ils sont venus me chercher, donc l'association existait déjà, et ils sont venus me chercher pour les aider. Ils avaient voulu à cette époque-là être visibles et avoir une main tendue, c'était pour eux se structurer finalement une association tout en restant libre et indépendant. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec eux. Donc moi, je suis un membre actif évidemment. On est devenu militant aussi par la suite. Je suis membre du bureau. Je suis pas le responsable, je suis pas le cofondateur. Le fondateur, c'est Abdelkader Rambert, avec d'autres jeunes de la place que je salue également parce qu'ils ont un parler vrai, ils ont un vécu, en tout cas. Et le fait de m'avoir invité dans leur association à m'impliquer, ça a donné un autre champ d'action, évidemment, qui était un peu plus risqué, qui nous a beaucoup crié d'ailleurs, et qui a débouché après justement pour être plus libre et non pas montrer du doigt, stigmatiser l'association qui a déjà été pas mal stigmatisée. On a créé un collectif qui s'appelle le collectif Interclassé 49, qui regroupait en passerelle justement des personnes, des militants, des activistes, aussi des bénévoles associatifs, parce que je pense parfois différentes, des associations aussi sur différents quartiers populaires d'Angers, pour participer justement
à l'idée que nos points en commun devaient être aussi notre richesse d'engagement collectivement. Et de là, après, effectivement, il y a eu une autre ouverture, puisque certaines personnes ne se retrouvaient pas dans le collectif Intercaté 49, qui était, on va dire, les bousons noirs un petit peu de la ville d'Angers. On a créé effectivement le collectif Passons 49, qui avait une ouverture différente, avec des gens de n'importe quel âge, de n'importe quelle culture, même des gens qui n'habitaient pas forcément les quartiers, sur des questions qui n'impliquaient pas toujours le collectif Intercaté 49, c'est-à-dire les questions du mal logement, les questions de locataires, de l'école, enfin un petit peu tout ce qui fait notre vie tous les jours et ce qui fait les politiques publiques justement. Ok. Super. Et du coup, Jamel, toi, il me semble, tu t'es présenté là au municipal, c'est ça, hein? Ouais, effectivement. Alors, c'était une expérience qui était nouvelle. Je dis pas que c'est la meilleure expérience et que il y a eu à un moment donné, il y a eu un test qui a été fait effectivement par les responsables institutionnels locaux pour mesurer à peu près peut-être notre audience. Je dirais que c'est pas forcément un piège, mais parfois ça peut l'être dans certains cas, puisque ça m'a valu effectivement un petit journal dont j'assume complètement comme le fait d'être confronté à ce genre de situation, ce qui veut bien dire, en tout cas, ce qui m'a permis moi de conforter l'idée que ce qu'on s'est permis à travers cette activité du journal, beaucoup se sont retrouvés, puisque c'est pas pour moi directement qui était visé, même si je l'étais, c'était tous ceux qui pouvaient me ressembler qui étaient visés. Ça permettait de faire comprendre qu'à Angers, notamment en Provence et dans certaines villes, on a du mal avec certains militantistes quand il est, quand il est pleinement appréhendé par les gens qui ont le vécu du militantisme, par ceux qui sont racisés, par ceux qui vivent dans un quartier populaire, dans une cité HLM, par ceux qui sont on voit bien que l'acharnement, ça fait complètement différent. Et cette idée de rejoindre effectivement une campagne politique, politicienne, alors que moi-même, en étant en pleine contradiction avec mes valeurs, puisque je condamnais, je critiquais la démocratie orientative, justement, avec toutes ces dérives, et puis tout ce à quoi on voit dans laquelle elle nous mène, même en étant en pleine contradiction, c'était surtout un levier, c'était pas pour avoir le pouvoir, c'était un levier différent pour se faire entendre et pour même un start, une manifestation ou que l'ouverture d'un lieu pour une auto-réquisition. C'était un levier différent. On va dire que c'était un jeu différent. Après, bon, je sais pas, je vois pas négativement non plus parce que ça nous a permis quand même d'être reconnus électoralement parlant, même si tout est relatif, et d'avoir plus de 1500 personnes qui ont voté pour nous, et dans les quartiers populaires notamment, ça nous permet quelque part de conforter l'idée quand même qu'il y a pas rapport de force, il y a quand même des gens qui soutiennent malgré tout certains militantistes, même s'ils sont montrés du doigt ici sur Angers. Mais est-ce que c'est pas la clé, ça, finalement? Enfin, je pense que c'est un super levier de reprendre en main des institutions politiques, parce que on nous fait croire que c'est pas possible, qu'on n'a pas la bonne formation, qu'on n'est pas assez cultivé. Mais est-ce que c'est pas la clé de prendre en main les institutions politiques et puis de pouvoir justement changer les choses de l'intérieur? Moi, je pense que c'est un super levier, quoi. Alors, comme tu l'as dit, hein, c'est un levier. Alors, pour nous, c'est pas une finalité. Le problème, on a aujourd'hui des politiciens et des politiciennes qui s'en servent comme une finalité, à la fois pour leur carrière politique et puis à la fois aussi pour finalement consolider à chaque fois une démocratie dont on croit être on croit surtout être en démocratie, mais conforte certains pouvoirs et qui s'accommode aussi finalement d'une certaine complicité avec d'autres lobbies industriels, financiers, et puis avec tout ce qui perdure aujourd'hui en société, qui fait que j'ai pas l'impression d'être dans une démocratie. Et c'est ça qui est un petit peu dangereux. Ça peut être intéressant si effectivement on a la capacité de pouvoir aller jusqu'au bout et de pouvoir finalement obtenir des sièges. Et là, non pas être au pouvoir, se considérer au pouvoir en tant que personne, mais en tant que groupe par rapport à ses idées, pouvoir finalement reprendre place dans une société si on y accorde l'importance de pouvoir finalement permettre à ce que tout un chacun puisse finalement s'inclure dans les décisions des politiques publiques et peut-être encore mieux, même si c'est dans un autre cadre, participer à changer justement ce système tel qu'il est actuellement. Bien sûr. Et du coup, Jamel, pour parler un petit peu de cette période qui est quand même très, très, très étrange, là, avec ce confinement, ce coronavirus là, qui nous est un petit peu tombé dessus, comment toi, tu analyses de là où tu es, comment toi, tu vis ton confinement? Qu'est-ce qui te peut-être met en colère
ou t'étonne ou te révolte de ce qui se passe en ce moment par rapport au confinement? Alors, ce qui me révolte, moi, d'un point de vue personnel, c'est qu'on se sert encore. Avant, c'était terroriste. Je l'avais déjà déclaré dans la Libération il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, c'est un virus, c'est une pandémie. On s'en sert comme prétexte pour finalement, justement, essayer de changer la société. C'est ce qui me révolte. On savait bien qu'il y avait pas mal de choses qui se devinaient, mais certains pouvoirs, enfin certaines personnes qui sont au pouvoir ont envie justement de s'accommoder encore plus de pouvoir. Et parmi le pouvoir qu'ils peuvent dessiner, c'est celui justement de, on parlait de démocratie tout à l'heure, de changer la société pour que ce soit plus du tout le cadre démocratique tel qu'on l'a connu. On voit bien que les déclarations, alors je ne les ai pas écoutées parce que j'ai pas envie d'écouter, les déclarations notamment du Nord-Afrique aujourd'hui, d'après les échos que j'en ai, vont permettre à ce que 10 personnes puissent manifester dans un coin, c'est tout sauf démocratique. On a profité justement d'un contexte pour, là où il y avait de la contestation sociale, faciliter pour un gouvernement la légifération par ordonnance et puis empêcher finalement toute contestation. En plus du fait de surveiller ceux qui sont pour un pouvoir le plus dangereux, c'est-à-dire certains militants, des activistes, certains militants de quartier populaire, bien sûr, on a des militants écologiques, des zadistes, tout le monde. Donc on se donne tout un tas d'arsenal qu'on s'était déjà donné auparavant avec le psy2, puis avec l'état d'urgence permanente qui est inscrit maintenant dans la loi. Et finalement, on va jusqu'au bout de cette logique-là. Petit à petit, on transforme notre société et on fait en sorte qu'on ait des chiens de garde, des gens qui sont clairement zélés, je pense aux policiers, pour aller jusqu'au bout justement d'être au service du pouvoir et non pas du peuple. Et puis on a tous les outils technologiques et les outils actuels et le cadre réglementaire lié justement à ces mesures d'obliger les gens à finalement à rester chez eux. Ça veut dire beaucoup de choses quand même, rester chez vous quand un gouvernement le dit, hein, surtout actuellement. Et du coup, en ce qui concerne la violence dans les quartiers populaires, alors je parle évidemment de la violence policière, hein, il s'est quand même passé des événements super violents là ces dernières semaines et ces derniers jours. C'est pas nouveau, hein, je veux dire ça révèle rien que la police vienne dans les quartiers populaires et qu'il y ait des affrontements avec les gens qui y habitent parce qu'ils appuient un peu sur un bouton, mais ça révèle quand même quelque chose de notre société, quoi. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias, en tout cas. C'est pas la priorité. Alors, on n'en parle pas beaucoup, il a fallu quand même qu'il y ait des. Alors, je ne dis pas, je suis pas sur tous les médias, je ne sais pas tout ce qu'il peut se dire, mais en tout cas, il a fallu des manifestations, clairement, Gilets jaunes l'année dernière, pour que, quand d'autres personnes, d'autres populations qui n'étaient pas toujours visées par les violences policières, hormis à la ZAD dans certains points, il a fallu qu'il y ait la retranscription très visible, très médiatique des violences et des crimes policiers pour que les gens se disent bah oui, finalement, peut-être que les militants de quartier populaire, quand ils disaient qu'ils étaient finalement le laboratoire, que les quartiers populaires étaient le laboratoire justement des violences policières et d'une société beaucoup plus oppressante et une répression qui soit beaucoup plus organisée et généralisée pour que finalement ça puisse se retranscrire comme on l'a vu dans les manifestations. Il n'a pas eu ce réveil-là pour que les gens se disent finalement il y a quelque chose en train de se passer. C'est pas que un certain groupe de population, enfin, une certaine population qui est toujours visée. Les différents, le dernier événement qu'il y a eu le 26 avril, qui a été rencontré par Kamouaf, justement sur ce qui s'est passé à Nissani, bon, pour nous, effectivement, c'est pas nouveau parce que ça nous rappelle le 17 octobre 1961, ça rappelle le 1er mai 1995, où Brahim Bouharam a aussi été victime comment dire, d'une permission qui est donnée là par les agents de l'État contre certains groupes de personnes. Donc pour nous, effectivement, c'est pas nouveau. Pour nous, ça se consolide. Ce qui est, on va dire, étrange, c'est le fait que, sans s'en apercevoir, les gens commencent à, malgré tout, même s'ils disent ne pas s'y habituer, toutes les générations jusqu'aux plus jeunes qui regardent Internet aujourd'hui finissent malgré tout par s'y habituer. Et c'est ce qui est dangereux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient presque normal, même si nous, en tant que militants ou en tant qu'activistes, en tant que bénévoles, tous ceux qui sont engagés dans différentes actions, justement, pour le bien commun et pour la dignité des gens, pour les droits de l'homme, on va dire, de manière générale, les droits de l'humain, même si eux s'en indignent, beaucoup de gens aujourd'hui, ça devient presque normal. Il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on puisse constater des violences policières. Tout devient presque normal. Et c'est ça qui est dangereux. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait de certains policiers pour moi. C'est le fait de la police, à la fois d'un point de vue historique, mais à la fois du point de vue de la complicité qu'ont le ministère de la Justice aussi,
pour finalement comporter une certaine impunité. Le message, il est là aussi. C'est ça qui est dangereux aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, ça devient quelque chose presque de normal qui permet à d'autres agents de l'État, justement, de se dire, finalement, peut-être que je vais encore passer, moi aussi, être à la main du filet. Pourquoi est-ce que j'en profiterai pas? Merci, Jamel. Et alors, du coup, toi, pour finir, peut-être, comment ça va, toi personnellement, ton confinement? Tu travailles pas? Comment ça, tu vois? Comment tu le vis, Alors, toi? je vais vous avouer que je ne confine pas. Alors, attention, comment dire, je suis soucieux du bien-être des autres, de la santé des autres. Je respecte certaines barrières. Voilà, je suis au courant qu'effectivement le contact avec une autre personne peut éventuellement amener une contamination. Donc on fait attention. On fait attention, mais comme d'autres jeunes de mon quartier, enfin, je suis plus un jeune maintenant, mais en tout cas je me considère encore jeune, mais comme d'autres personnes de mon quartier, voilà, on résiste effectivement à une certaine répression étatique de beaucoup de choses, cette obligation de confinement. Si on avait voulu réellement, comment dire, être responsable dans le cadre d'une mesure de confinement, eh bien, on aurait peut-être fermé le dimanche certaines grandes surfaces, on aurait fermé les grandes surfaces qui sont peut-être avec la ventilation beaucoup plus dangereuse à la contamination plutôt que de se balader dans son quartier lorsqu'il fait beau sans être en contact avec d'autres personnes. Donc voilà, il y a quelque chose qui me semble un petit peu exagéré dans cette histoire-là. Voilà, je considère bien qu'il y a des mesures sanitaires à prendre et du respect, le maximum de l'hygiène de soi et puis des autres. On peut tout à fait justement se confiner par des gestes barrières plutôt que par rester enfermé chez soi. Il y a quelque chose qui me gêne, donc je suis résistant à ce confinement-là. Quand j'en ai envie de sortir, je sors autant que je veux et je triche évidemment parce que pour moi il y a quelque chose qui me gêne. Et puis en même temps, cette répression étatique, l'obligation de confinement, en tout cas dans le quartier populaire d'Angers, on se cachera ou pas, on la résume quand même à l'opportunité effectivement policière de surveiller des personnes ciblées qui, en utilisant à la fois des caméras de vidéosurveillance, en tout cas chez nous, des drones maintenant, tout en opérant des contrôles plein pièces, qui visent évidemment une population, là, c'est les jeunes de quartier, mais bientôt c'est aussi mes camarades qui sont dans les campements en tant que famille Rome. Et puis en pourchassant les gens aujourd'hui, même si aujourd'hui peut-être que le procureur il s'en défend, alors peut-être que sur une restrate, peut-être qu'ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, on a quand même des policiers qui se permettent de gazer dans une voiture quand une personne est partie. On a des amendes à réputation, on a même avec la attestation, et puis on envoie aussi des amendes à domicile maintenant. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne sont pas contrôlés et qui reçoivent des amendes à domicile. Donc il y a quelque chose qui est hyper pervers. Donc moi personnellement dans ce cadre-là, voilà, je connais trop bien l'état historique. Donc officiellement, oui, je ne me confine pas. Ce confinement-là m'énerve aussi un petit peu. Par contre, je fais attention de respecter les autres, de faire attention d'éviter toute contamination. Ok. Et alors, on fait quoi après, Jamel? Ah ben, fait quoi, c'est plus que nécessaire d'ailleurs de changer de monde, mais c'est hyper nécessaire. Et donc, là, moi, j'en appelle finalement aux alliances, aux convergences. Il est temps aujourd'hui de voir les points en commun qu'on peut avoir avec certains groupes qui ne vivent pas dans le cadre populaire, mais qui ont d'autres formes de combat, pour voir tout, justement, ce qui peut nous rassembler pour le plus rapidement possible ne pas s'enfermer dans ce qui est en train de se décider et profiter justement des incohérences des pouvoirs publics, de ce qu'elles ont dessiné, ont été capables de faire aussi. Je pense par exemple aux personnes qui sont à la rue, que je connais très bien. Ils ont été capables d'un seul coup de réquisitionner, ils ont été capables de trouver des hôtels pour ces personnes-là. Si on est capable de le faire maintenant, qu'on soit capable de le faire après le confinement. C'est-à-dire que le monde d'après ne doit surtout pas être pareil, avec un objectif évidemment d'humanité. Bah, écoute, merci beaucoup, Jamel, d'avoir accordé un petit peu de temps. Voilà, on va suivre les Passons-nous à Angers alors pour voir ce qui se passe après. Voilà, Et Passons-nous puis, 49, il y a une page Facebook et bientôt alors je vous invite aussi à regarder la page Facebook du collectif Interquartier 49, Interquartier 49 tout attaché aussi, c'est intéressant. Autrement, oui, Passons-nous 49, on est évidemment libre indépendant, on est en lien avec la Fondation Passons-nous, en lien en convergence avec le GAN aussi, et puis avec la Grande Ourse localement, et l'Assemblée libre pour le jour. merci beaucoup, Jamel. Pas de soucis. Au revoir. Bye.